Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La CGC Academy 2019 a refermé ses portes après 48 heures de travaux. Plus de 5000 participants, selon les organisateurs, ont pris part aux échanges et réflexions lors du plus important forum économique du secteur privé ivoirien, qui avait comme un pays invité d'honneur le Rwanda. Un protocole d'accord entre les patronats ivoiriens et rwandais a été signé. Comment limiter les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire, pluies qui ont endeuillé des familles? Une réunion interministérielle s'est tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le bilan des dégâts causés par les intempéries a été dressé. Des mesures pour l'assistance des victimes ont été arrêtées. Ces dernières pluies ont-elles laissé des séquelles sur les ouvrages routiers réhabilités récemment? Quel impact des intempéries sur les voies que nous empruntons au quotidien, notamment à Abidjan? Pour se faire une idée, une équipe de l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, a effectué une visite de terrain entre autres dans la commune de Cocody. Les ouvrages demeurent en bon état. L'association des époux des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire a fait don de 10 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Ce don en numéraire auquel s'ajoute un don en matériel médical vise à soutenir l'hôpital dans la prise en charge des patients démunis. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La CGC Academy 2019 a refermé ses portes après 48 heures de travaux. Plus de 5000 participants, selon les organisateurs, ont pris part aux échanges et réflexions lors du plus important forum économique du secteur privé ivoirien qui avait comme pays invité d'honneur le Rwanda. Un protocole d'accord entre les patronats ivoiriens et rwandais a été signé pour poursuivre les acquis de cette 8e édition. Président de la cérémonie de clôture, le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, a souligné les exigences d'un développement durable de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Si tous les analystes s'accordent à reconnaître que notre pays recèle d'un potentiel de croissance parmi les plus importants au monde, nous devons admettre avec lucidité et humilité que le parcours est encore long. En effet, pour parvenir à notre ambition d'une prospérité accrue et partagée, à l'instar des pays qui ont réussi leur transformation, il nous faut maintenir une croissance soutenue de plus de 8% pendant au moins 2 décennies. Et pour cela, il nous reste encore de nombreux défis majeurs à relever. Il nous faudra en effet maintenir la paix et la sécurité, renforcer notre gouvernance et l'efficacité administrative, améliorer notre capital humain pour tirer tout le potentiel de notre dividende démographique et par-dessus tout, relever la compétitivité de notre économie afin de soutenir le secteur privé et générer une croissance inclusive et durable sur une longue durée. Voilà, le président rwandais Paul Kagame a pris part au 8e forum de la CGC Academy ici à Abidjan en qualité d'invité spécial. Le forum achevé s'est envolé pour le Rwanda, son pays, ce mardi. Le président Paul Kagame a été raccompagné à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et par des membres du gouvernement. La CGC Academy, le plus important forum économique du secteur privé ivoirien, est une initiative du patronat ivoirien qui rassemble chaque année des chefs d'entreprise, jeunes entrepreneurs et aspirants, décideurs du secteur public et représentants de pays de la sous-région. Avant son départ d'Abidjan aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame a échangé hier lundi à l'ouverture du forum avec les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Et lors d'une série de questions-réponses, le chef d'État rwandais a livré les clés du succès entrepreneurial aux promoteurs de projets. Je rappelle le thème de cette 8e édition, environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Mama Traoré. Il faut croire en soi pour se lancer dans les affaires, selon le président rwandais Paul Kagame. Une fois cette étape franchie, un autre facteur s'impose à l'entrepreneur, la prise de risque. Et lorsque vous prenez des risques, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver à ce à quoi vous avez aspiré. Mais vous avez de grandes chances pour y arriver. Ce que vous soulignez aussi ici, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut faire quelque chose. Même si cela contient du risque, le fait de ne rien faire contient des risques cachés en termes de conséquences. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, que faire pour prospérer? Il faut miser sur l'innovation, répond Paul Kagame. Il faut
penser de manière flexible, de manière ouverte et de penser de manière différente à ce que les gens sont habitués à faire. Et il faut pouvoir vous défier de manière technologique, de manière sociale, de manière économique. Il revient aux gouvernants de créer l'environnement propice à l'essor des start-up et le président rwandais de refermer cette série de questions-réponses en lançant ce message aux entrepreneurs. Les entrepreneurs africains, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Ça nous a permis, nous entrepreneurs, de connaître un peu les réalités du terrain. On a vu que c'était un leader, la vision était très grande et surtout sa capacité de faire rêver et de croire en la jeunesse. Les 6 lauréats de l'édition 2019 de la CGEC Business Plan Competition sont connus. Le Grand Prix est revenu à Jacques Nguessan, promoteur de plusieurs projets innovants dans le secteur agricole. Et à la CGC Academy 2019, la question de la fiscalité est au cœur des débats. Comment associer le secteur privé à une amélioration continue du système fiscal? Des propositions ont été faites par les panélistes. On prépare à cette rencontre des anciens directeurs généraux de l'administration fiscale, des chefs d'entreprise ainsi que le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Ils militent tous en faveur d'une fiscalité moins pesante pour les entreprises, comme nous le rapporte Chef Koné. Comment améliorer la performance fiscale d'une part pour les gouvernants et réduire la pression fiscale d'autre part chez les entrepreneurs, de sorte à trouver le juste milieu pour l'amélioration d'un système fiscal ivoirien, équilibré et consensuel, marqué par une contribution plus accrue du secteur privé. Tel est tout l'enjeu de ce panel qui a réuni les acteurs du secteur public et privé. Pour les pouvoirs publics, l'équilibre fiscal peut être une réalité en Côte d'Ivoire à une seule condition. Si la fraude n'est pas combattue et qu'elle continue d'éroder le rendement fiscal, il est bien entendu que les réformes tendant à alléger le poids de l'impôt vous font demeurer vaines. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales représentent environ 60% des ressources nationales. Malgré un taux de fiscalité sur les entreprises de moins de 17% du PIB, jugé anormalement bas par les autorités publiques, les entreprises se plaignent d'une pression fiscale. La fiscalité, c'est très handicapant, surtout que dans les pays africains, les start-up ne sont pas encore réellement prises en compte dans les différents textes pour rendre la tâche un peu plus facile dans leur développement. À toutes ces préoccupations, le ministre Moussa Sanogo a donné quelques explications. C'est avec cette fiscalité qui est quelquefois décriée que le niveau des investissements privés en Côte d'Ivoire est passé de 1 500 milliards en 2012 à 3 500 milliards aujourd'hui. Donc oui, ce n'est certainement pas les meilleures règles fiscales, mais quand même pour le moment, ça nous permet de progresser. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on aille plus loin, parce que les défis auxquels la Côte d'Ivoire va faire face sont nettement plus importants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ces défis pour atteindre une performance fiscale dite équilibrée passent nécessairement par un processus de digitalisation intégré, un modèle réussi au Singapour. Pour Singapour, ce qu'on avait fait, c'est de traiter la dépense de l'entreprise et de voir ça, non simplement la charge fiscale, mais aussi la charge de la sécurité sociale. Donc, si on ne peut pas baisser tout de suite les charges fiscales qui sont liées aux impôts d'entreprise, on va alléger les charges sociales. Pour cette 8e édition de ce qu'on pourra appeler l'université d'été du patronat ivoirien, la problématique de la fiscalité a été longtemps évoquée lors des 16 panels de ces assises. Le secteur privé dans son ensemble plaide pour une réduction des impôts. La digitalisation pourrait en être une des pistes de solution. Voilà, et cette université d'été du patronat ivoirien, ça va, la CGC Academy 2019 a refermé ses portes après 48 heures de travaux. Plus de 5000 participants, selon les organisateurs, ont pris part aux échanges de ce forum qui avait comme pays invité d'honneur le Rwanda. Un protocole d'accord entre les patronats ivoiriens et rwandais a été signé. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de l'état-major général des armées. Le 16 octobre 2019, l'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la région de Yamoussoukro entre l'aéroport et l'école des forces armées
de Zambakro. Cette manœuvre dénommée Toucan 2019, qui verra la participation d'environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent à vaquer tranquillement à leurs occupations. Communiqué signé du général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Autre question d'actualité. Comment limiter les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur notre pays? Pluies qui ont endeuillé, vous le savez, des familles. Une réunion interministérielle s'est donc tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le bilan des dégâts causés par les intempéries a été dressé. Des mesures pour l'assistance des victimes ont été également arrêtées, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Cette rencontre du comité interministériel au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale visait à faire le point de la situation après quelques jours de fortes pluies dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Le bilan qu'on peut faire à ce jour est d'une dizaine de morts, mais qui ne sont pas tous survenus au cours de ce week-end et qui ne sont pas tous directement liés aux intempéries que nous avons connues. Le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de l'assistance à apporter aux victimes, à tous les sinistrés, en ayant fait un point exhaustif, mais aussi de faire passer des messages d'alerte, de façon à ce que, au regard des prévisions météo qui nous annoncent que pour les jours à venir, les intempéries pourraient reprendre, que tout le monde observe des mesures de prudence et respecte les consignes d'alerte qui sont données. Il n'est pas exclu que très bientôt, qu'on puisse procéder à des opérations de déguerpissement parce que des campagnes de sensibilisation ont déjà été menées. Par ailleurs, il invite les populations à éviter des comportements que nous appelons des comportements à risque, jeter des déchets solides dans les voies de passage d'eau et éviter donc de se retrouver dans des endroits à risque, notamment libérer les sites où on pourrait être victime d'éboulements. Les différents ministres se sont donné rendez-vous pour une concertation plus poussée afin de prévenir les dégâts causés par les pluies à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Ces dernières pluies ont-elles laissé des séquelles sur les ouvrages routiers réhabilités récemment? Quel impact des intempéries sur les voies que nous empruntons au quotidien, notamment ici à Abidjan? Pour se faire une idée, une équipe de l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, a effectué une visite de terrain, entre autres dans la commune de Cocody. Heureusement d'ailleurs, la pluie n'a eu aucun effet sur les ouvrages qui sont en bon état, comme nous le dit Jean-Luc Bambo. 211 mm. C'est la quantité de pluie tombée le week-end dernier sur la commune de Cocody. Une importante précipitation qui a causé dans cette commune, comme dans bien d'autres à Abidjan, d'importants dégâts. Qu'en est-il des ouvrages routiers? C'est ce que cette équipe de l'AGEROUTE est venue constater. En prélude à chaque saison de pluie, l'AGEROUTE mène une opération d'entretien des ouvrages d'assainissement. Nous sommes venus sur ce site qui est l'accès à la cité Zinso d'Atoban. Cet accès a été entièrement réaménagé. Il s'agissait en fait de l'effondrement du remblai. Nous avons reconstitué le remblai et réhabilité la chaussée sur environ 300 mètres linéaires. Voilà, et tout est OK depuis pratiquement un an. Cette visite sur ce site n'est pas fortuite. Selon des publications sur les réseaux sociaux, ce pont, comme cet axe routier à la cité Soleil 1 à Angre 8e tranche, réhabilité en 2017, avait été totalement dégradé par les dernières pluies. Sur le terrain, le constat est tout autre. Cette image que nous voyons, c'est une image qui avait été laissée sur les réseaux sociaux. C'est une image qui concerne la voie d'accès à la cité Abri 2000 par la pharmacie 8e tranche. Donc c'est une voie qui avait été dégradée lors des saisons les plus précédentes, d'avant 2017. Nous notons que ce sont ces mêmes images qui reviennent à chaque saison de pluie. C'est un montage et depuis 2017, la voie a été réhabilitée et très praticable.
Tout en dénonçant ces actes, le directeur voirie et réseaux divers de la Géroute a exhorté la population au civisme dans l'utilisation des ouvrages routiers. L'équipe a sillonné d'autres ouvrages récemment réalisés ou réhabilités à Cocody, tous encore intacts. D'autres visites seront également réalisées dans les autres communes du district d'Abidjan. Voilà, des routes en bon état pour le bonheur des usagers, notamment pour l'Office national de la protection civile dont le parc automobile vient d'être d'ailleurs renforcé avec 30 engins incendies. C'est un don de l'Union européenne dans le cadre du projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer les conditions de travail des pompiers civils. Astou Touré. Après les 10 véhicules pick-up de transport logistique et 10 ambulances, l'Union européenne a encore remis 30 engins incendies aux responsables de l'Office national de la protection civile, ONPCI. Ces engins viendront renforcer les équipements des 10 centres de secours d'urgence afin de faciliter les interventions des soldats du feu dans différentes localités du pays. Ce geste de l'Union européenne à travers l'agence Expertise France s'inscrit dans le projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Coût du financement, 7 milliards de francs CFA. Ces pompiers, ils se sont battus en tant que militaires et là, ils se combattent pour sauver les vies d'autres personnes. C'est vraiment une fonction noble parce que vous êtes là pour intervenir en cas d'incendie, en cas de désastre et vous sauver les vies des autres. Donc c'est quelque chose qui est une fonction extrêmement importante. Donc je suis ravi que vous êtes tous engagés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Grâce à l'étroite et chaleureuse coopération entre les pays de l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, les centres de secours d'urgence de 10 villes, à savoir Aboasso, Tumodi, Bouna, Dimokro, Katiola, Bondoukou, Man, Sassandra, Mankono et Daloa, seront équipés chacun d'un camion-citerne incendie et de 2 véhicules de première intervention. Ce sont au total 60 véhicules qui équipent progressivement les centres de secours d'urgence soutenus par le projet. D'autres équipements de secourisme, de matériel incendie et de télécommunications sont également prévus prochainement. Dans l'actualité également, le ministère de la fonction publique vient de tenir une rencontre avec la presse pour apporter des éclaircissements sur des propos tenus par le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou-Dikaye. Propos en rapport avec des fonctionnaires du PDCI qui seraient visés par une mesure de recensement en vue de leur exclusion par le ministère. Le ministère de la fonction publique rejette ces allégations du secrétaire exécutif du PDCI. Témoignage, Grâce Kando. Tu es PDCI, tu ne dois pas travailler. Actuellement, ils sont en train de faire le recensement des fonctionnaires qui ne sont pas RADP pour les enlever. Maintenant, on est en train de voir exclusion. Parce que tous ceux qui ne sont pas RADP sont exclus du travail. Tels sont les propos tenus par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA sur une web TV le 10 octobre dernier. Des allégations que refute le ministère de la fonction publique. Je mets Dikawe au défi de nous apporter un seul grain de preuve de ces propos que je qualifie d'allégations. En tout état de cause, le ministère de la fonction publique dément catégoriquement les déclarations tendancieuses et sans fondement du secrétaire exécutif du PDCI RDA et les condamne fermement. Le ministre de la fonction publique tient à rassurer l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État que de tels propos ne sont que pure diffamation, étant entendu qu'il n'existe aucune prétendue politisation de l'accès et de l'exercice d'un emploi public dans l'administration ivoirienne. Toujours selon Oka Séraphin, l'administration publique est composée d'Ivoiriens de toute origine géographique, ethnique et de toute obédience politique. Cette absence de discrimination dans le recrutement est également
mise tout au long de la gestion de la carrière des fonctionnaires. Dès lors, affirmer qu'il y aurait un recensement en cours de préparation au ministère de la fonction publique en vue d'en extraire les fonctionnaires non militants du RHDP, comme le soutient M. Dikawe, relève soit de la mauvaise foi caractérisée, soit d'une volonté manifeste de créer une psychose sur les fonctionnaires et de jeter le discrédit et l'anathème sur l'administration publique à des fins inavouées. Une mise au point qu'a tenu à faire le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique pour apporter des éclaircissements. Dans le domaine de la santé à présent, l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire fait don de 10 millions de francs CFA ce mardi à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Ce don en numéraire auquel s'ajoute un don en matériel médical vise à soutenir cet hôpital dans la prise en charge des patients démunis. Mama Traoré. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour porter aide et secours aux populations les plus démunies du pays dans lequel on se trouve. Pour matérialiser ce bénévolat, l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire fait don de 10 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le geste sera suivi d'un appui en matériel médical, dont des médicaments et des vaccins. Les épouses des diplomates étrangers en fonction en Côte d'Ivoire entendent ainsi soutenir la cause et la raison d'être de cet hôpital, construit par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'hôpital Mère-Enfant est également un établissement solidaire. Nous prenons en charge 25% de personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner au sein de cet hôpital. Et aujourd'hui, vous, par cette action, mesdames, vous prolongez cette solidarité envers les plus démunis et ceux qui en ont le plus besoin. Un grand merci à vous, épouses d'ambassadeurs accréditants en Côte d'Ivoire, pour ces dons. Je tiens à préciser que depuis l'ouverture de l'hôpital Mère-Enfant, c'est le plus gros don que nous ayons jamais reçu à l'hôpital Mère-Enfant de la part de bénévoles. Merci à vous. Grâce à une solution informatique, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville entend bientôt faciliter la disponibilité des dossiers médicaux de ces malades, ce afin de faciliter leur prise en charge dans les autres établissements sanitaires. Autre action de portée sociale saluée par les populations, précisément du village de Mondoukou. Ce mardi 15 octobre, elles ont reçu la visite de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Belmondo Dogo s'est rendue dans ce village pour s'imprégner des réalités des femmes rurales. Sa visite se tient dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale célébrée aujourd'hui. Sephora Zegui. Le commerce du poisson fumé, une activité phare des femmes de Mondoukou. Depuis un mois, pas de poisson sur le four amélioré de ce groupement de femmes. En cause, la marée haute, la pêche n'est plus fructueuse. Difficile pour elles de subvenir aux besoins de leur famille. On a besoin de fonds des femmes. Même si la pêche n'est pas là, on peut aller prendre ailleurs pour venir. Mais on n'a pas de fonds, puisqu'on n'a rien à faire. Et puis, les femmes qui font les charbons, le domaine n'est pas connu. Madame le ministre est venue jusqu'à nous. Si elle pouvait nous aider à pouvoir trouver des clients pour pouvoir vendre et couler nos charbons, on sera vraiment contents. Ce 15 octobre, journée dédiée à la femme rurale, le prétexte est tout trouvé pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes pour leur rendre visite. Objectif, s'imprégner de leur réalité. Pour la première fois, j'ai vu le charbon de coco. Je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est le côté positif des visites terrain parce que nos mamans ont de l'imagination en elles, elles ont la créativité en elles parce qu'elles sont dans une zone où elles n'ont pas de bois. Elles se servent de la noix de coco séchée pour faire du charbon. Charbon qui peut servir à d'autres gens. Nous les accompagnerons dans ce qu'elles font. À la fin de sa visite, Belmondo Dogo promet la construction d'un foyer pour les femmes de Mondoukou dans les mois à venir. Un foyer pour apprendre l'alphabétisation, la couture, la coiffure, les métiers de l'agriculture et d'autres activités génératrices de revenus. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée de la femme rurale aura lieu le 14 novembre prochain à Zoukougbe, dans la région du Haut-Sassandra.
Et nous poursuivons notre périple dans ce 20h direction le nord ivoirien où les travaux de la mise en place de l'agropole sont en cours. Un atelier a rassemblé à Korogo le week-end dernier les acteurs du monde agricole en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayumani. L'objectif est clair, valider les grands axes d'intervention du projet des sites d'aménagement hydro-agricole et pastoraux retenus de ce pôle agro-industriel à Mississoko. Pour améliorer la productivité et permettre la transformation locale des produits agricoles, des agropoles sont créés grâce au Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, 9 au total sur l'ensemble du territoire national. Les agropoles sont des zones de développement agricole qui regroupent tous les services, notamment les services d'appui à la production, à la commercialisation et à la transformation. À Korogo, pour la mise en place de l'agropole du Nord, experts et acteurs du monde agricole planchent sur les sites d'aménagement hydro-agricole et pastoraux retenus et les axes d'intervention de ce projet. Nous sommes venus ici pour lancer les grands axes d'intervention de l'agropole Nord qui va nous permettre de terminer la formulation de ce projet d'agropole Nord et qui va être présenté bien sûr à la BAD pour que le financement puisse être mis en place certainement à partir de 2020. 104 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en place de l'agropole du Nord constituée des régions de Poro, Tchologo, Bago et Ambon. Les filières mangue, karité, maïs, riz et produits maraîchers sont pour le moment priorisés. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjumani Kwasi Kobena, a présenté les avantages de ce projet. Avec Agropole, le même espace peut être utilisé chaque fois, puisque les aménagements qu'on va faire sur ces espaces, avec les intrants qui vont être appliqués pour une production compétitive, tout cela va nous permettre d'avancer sans moyen de recourir à la destruction de grands espaces. Le projet Agropole du Nord, qui va débuter en 2020, s'étend sur 7 ans. Sa finalité, créer des richesses équitablement entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Et dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, le 4e Salon international des langues et cultures, les langues nationales face aux enjeux du développement durable en Afrique. C'est le thème de cette 4e édition du Salon international des langues et cultures qui se propose comme un espace de réflexion autour du rôle et de l'impact de nos langues comme moteur d'épanouissement économique. On en sait plus avec Franck Odio. L'hymne national chanté en langue agné, une des langues parlées en Côte d'Ivoire, le 4e Salon international des langues et des cultures pour poser la question de la pérennité de nos langues comme instrument réel de développement. Que faisons-nous des langues à nous qui se meurent? Que faisons-nous? Vous savez, quand une langue meurt, c'est une culture qui meurt avec. La langue est celle qui transporte les cultures. Si nous voulons avoir une culture forte, alors les langues doivent être préservées. À ce rendez-vous panafricain, l'interrogation sur le développement durable est explorée. La préoccupation intéresse les Nations Unies. Il y a toujours une dimension culturelle au développement durable. Et si nous voulons assurer la durabilité du développement, il faut que ce développement puisse s'ancrer dans les racines culturelles d'un pays. Et quoi de plus culturel que la langue? Nos langues comme outil de développement durable, l'expérience a été une réussite ailleurs et elle a nécessité une adaptation du système éducatif. Le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, mais aussi celui de l'Éducation nationale, expérimente l'instrument depuis quelques années. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un programme qu'on appelle Projet École intégrée. Depuis 2001, dans un premier temps, nous avons pris en compte 10 langues. Et ces 10 langues sont implantées dans plusieurs régions. Des efforts à faire au niveau des initiatives institutionnelles à l'échelle du continent. C'est un des axes de réflexion à l'entame de ce salon international des langues et des cultures qui dure 3 jours. Il sera meublé de panels, de conférences et de manifestations culturelles.
Nous poursuivons notre voyage culturel dans ce 20h qui nous mène à Mbato. Le ministre Pascal Abinakwakou et l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli étaient dans le village de Diekadiokros, dans le département de Mbato, pour le festival Anouanzé. Ce festival promeut la cohésion sociale, la solidarité et la fraternité. Le reportage de notre correspondant Herman Niamien dans nos prochains journaux. Après l'Allemagne et la France, l'Angleterre suspend à son tour l'exportation d'armes qui pourraient servir dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Le ministre britannique des Affaires étrangères a fait l'annonce aujourd'hui de cette suspension des exportations vers la Turquie d'armes qui pourraient être utilisées dans l'offensive lancée la semaine dernière par Ankara contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Marine Pogna et demain 20h, Fatou Fofana. Très belle soirée. Siati.